Nous voici dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est un site qui se prête à une discussion de la démocratie, mais il s'agit dans cette émission de la démocratie directe. Nous avons vu que les deux piliers de toute démocratie aujourd'hui étaient d'un côté le principe majoritaire, les élections, le choix de ceux qui gouvernent par les citoyens, et d'un autre côté les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, le respect des droits de la minorité. Mais si la démocratie représentative, qui exprime en effet mieux que tout autre lieu l'Assemblée nationale, si la démocratie représentative est la forme dominante, il existe encore une aspiration à la démocratie directe. Exactement. Pourtant, pourquoi remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ? C'est qu'il existe un idéal de la démocratie inspiré par les Athéniens. C'est une chose qui mérite une discussion approfondie. Pourtant, on va se poser la question suivante. Est-ce que cet idéal est encore actuel? Est-ce que la démocratie directe peut, en quelque sorte, s'insérer dans la vie politique actuelle? Pour le savoir, pour y réfléchir ensemble, nous avons, comme d'habitude dans notre série, deux intervenants qui portent presque le même nom. L'un, Josiah Aubert, qui est un spécialiste américain de la démocratie athénienne, et l'autre, Jean-François Aubert, qui est un spécialiste suisse du référendum et de la démocratie directe aujourd'hui. Donnons donc la parole à Josiah Aubert, professeur à l'université de Princeton, qui a écrit plusieurs livres sur la démocratie à Athènes. The word democracy comes from the Greek. Le mot démocratie vient du grec démokratia, le peuple gouverne. Il y a bien sûr de nombreuses alternatives. L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, la plutocratie, le gouvernement des riches. Mais il y a environ 2500 ans, une autre forme de gouvernement a été tentée à Athènes, celle du gouvernement du peuple. Qu'entend-on par le peuple? Il s'agit des sujets libres, adultes, mâles et originaires d'Athènes. Les femmes, les esclaves et la plupart des étrangers n'avaient pas accès au statut de citoyen. Mais à Athènes, la citoyenneté ne dépendait ni de la fortune, ni de la noblesse de son ascendance. Pour la première fois, les hommes ordinaires d'un État pouvaient influer sur leur destin et décider de leur avenir politique. Auparavant, Athènes avait été gouvernée par les Aristoïs, les meilleurs ou supposés tels, ou par un tyran. Mais en fin de compte, les tyrans succombèrent à la corruption et le peuple s'en détourna. C'est à Sparte, une autre ville-État, que la tyrannie a d'abord été renversée. À la suite de cet événement, Isocrate, un aristocrate athénien, tenta de dissoudre le Conseil d'État. Et c'est seulement après cette tentative que le peuple d'Athènes, les gens ordinaires qui peuplaient la ville, se souleva et fit le siège d'Assagrus et de ses alliés spartiates, réfugiés sur l'acropole pendant 3 jours. Quand Assagrus et les Spartiates se rendirent aux insurgés, ces derniers se retrouvèrent à la tête de leur ville. C'était la révolution de 507 avant Jésus-Christ. Et c'est cette révolution qui a rendu possible ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie athénienne. Après la Révolution, la grande question était de savoir comment gouverner cet État. Et la réponse qui emportait le plus de suffrages était que les citoyens athéniens, soit 20 à 30 000 personnes, devraient se réunir régulièrement en assemblée des citoyens.
Au cours de la période que nous connaissons, après celle de Démosthène, cette assemblée se réunit environ 40 fois par an. On y débattait de tous les problèmes que se pose un État, l'impôt, la citoyenneté ou encore la politique étrangère. L'Assemblée des citoyens était ouverte à tous les Athéniens et chacun était libre d'y prendre la parole. Dans cette assemblée, il fallait décider qui allait s'exprimer. C'est le héros, l'homme chargé de l'ouverture des débats, qui demandait tout simplement qui avait quelque chose à dire. Et dès lors, tout homme pouvait se lever et s'exprimer aussi longtemps que ses concitoyens voudraient bien l'écouter. Bien que cette forme de gouvernement soit potentiellement très chaotique, nous savons que les Athéniens ont réussi à faire de la politique de cette manière. Comment cela a-t-il été possible? La plupart du temps, les gens qui prenaient la parole savaient de quoi ils parlaient. Ils étaient intelligents, bien préparés. Et de plus, ils avaient mis en place une forme de négociation entre les élites instruites, capables de diriger cette société, et la masse des gens ordinaires qui composaient l'Assemblée. Dans cet État, les citoyens ordinaires avaient également la possibilité d'être officiers ou magistrats. Les magistrats n'étaient pas élus, mais tirés au sort. Chaque année, les Athéniens choisissaient un conseil qui établissait l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée des citoyens. Les 500 hommes qui composaient ce conseil étaient choisis par tirage au sort. Ils n'étaient ni spécialistes ni formés pour cette fonction. Ils n'avaient pas non plus d'aptitude ou d'hérédité particulière pour le commandement. C'étaient de simples citoyens qui avaient décidé de mettre leur nom dans le chapeau. How would an Athenian political leader gain the kind of credibility? Comment un leader politique athénien devait-il s'y prendre pour acquérir le genre de crédibilité dont il avait besoin pour mobiliser l'attention des citoyens de l'Assemblée? L'un des moyens à sa disposition était les cours de justice. Une cour de justice athénienne disposait d'un jury de 500 à 1000 personnes. Et le procureur n'était pas désigné par l'État. Il s'agissait d'un simple citoyen. C'est de cette manière que Démosthène s'est rendu célèbre. Au cours d'une affaire particulièrement mémorable, il a accusé un de ses ennemis politiques, un dénommé Midias, de l'avoir frappé au visage au théâtre de Dionysos. Où était le problème? Pourquoi Démosthène ne s'était-il pas tout simplement défendu? Après tout, Démosthène était plus jeune et probablement plus fort que son adversaire. Mais Démosthène affirmait que Midias avait voulu démontrer sa propre supériorité et prouver qu'un homme riche, entouré de nombreux amis, pouvait se conduire à sa guise en public. Et Démosthène affirmait que ce comportement menaçait gravement la démocratie. Si un homme riche et puissant pouvait frapper un autre citoyen en public sans aucun risque, la démocratie était en danger. La plaidoirie de Démosthène contre Midias transforme ainsi la violence dans les lieux publics en véritable question du contrôle de la société par le peuple. D'après Démosthène, les citoyens ordinaires qui composaient le jury devaient punir Midias au nom de la démocratie dont ils avaient la charge. Ils prouveraient ainsi à tous les riches Athéniens que le peuple d'Athènes, armé de ses lois, avait bien le contrôle et la responsabilité de cette société.
L'une des questions que l'on a de cesse de se poser à propos d'Athènes concerne la relation entre la démocratie et la culture littéraire florissante de cette période de l'histoire. Une des spécificités de la culture littéraire, ou du moins de la culture philosophique, est son caractère fondamentalement antidémocratique. Décilétis, Platon, Aristote ont tous produit des écrits politiques de grande portée, et pourtant, chacun d'entre eux a tenté de montrer ce qui, de leur point de vue, n'allait pas avec la démocratie. La liberté d'expression était un des fondements de la démocratie athénienne. Mais la réciproque, peut-être moins bien comprise, de cette relation entre la critique et la démocratie est que le pouvoir du peuple, l'autorité des citoyens ordinaires, exigeait de l'élite intellectuelle qu'elle explique pourquoi certaines autres solutions au problème de la légitimité et de l'autorité seraient plus valables que le gouvernement du peuple. Et chacun d'entre eux, Thucydide, Platon, Aristote et d'autres, s'essaya à développer d'autres formes de gouvernement pour relever le défi de la réussite remarquable de la société démocratique dans laquelle ils vivaient. The critics of democracy made possible the memory of democracy. C'est grâce à ces critiques que la démocratie athénienne a survécu dans les mémoires. Car après la chute de l'Antiquité, les travaux de Platon et des autres philosophes furent préservés et les défis qu'ils avaient lancés à la démocratie ont contribué à constituer une tradition littéraire vers laquelle les penseurs pouvaient se tourner. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à l'époque de la Renaissance, durant le siècle des Lumières et jusqu'au XIXe siècle. D'autres expérimentations de la démocratie directe ont eu lieu, comme par exemple celle très brève de la Révolution anglaise au XVIIe siècle, ou celle plus remarquable encore de la période coloniale américaine avec ses assemblées villageoises du Massachusetts, du New Hampshire et des villes de la Nouvelle-Angleterre. Là aussi, des groupes de citoyens se réunissaient pour prendre les décisions d'intérêt commun. La tradition des assemblées locales de l'époque coloniale, qui se perpétue encore aujourd'hui aux États-Unis, est une prolongation de cette tradition de la démocratie directe qui réunit tous les citoyens pour soulever et résoudre des questions d'intérêt commun. C'est une façon de faire de la politique et des affaires qui ne semble pas près de disparaître. Il n'est pas surprenant que de nombreuses entreprises modernes réalisent que la démocratie directe est en fait un moyen plus efficace de conduire leurs affaires que les organisations strictement hiérarchiques que l'on a souvent tendance à considérer inhérentes au monde des affaires. Passons maintenant de l'Antiquité à l'actualité, puisque la démocratie directe est encore vivante. Elle vit en Suisse, en Californie, un peu partout. Nous sommes tellement habitués à ce que la forme de la démocratie représentative ait triomphé, à ce que les élections couvrent le reste, que nous oublions que parfois l'intervention directe du peuple, le référendum, joue aussi un grand rôle dans les démocraties d'aujourd'hui. Et pour nous en parler, Jean-François Aubert est le plus grand constitutionnaliste suisse. Il a écrit un magnifique traité de droit constitutionnel suisse qui fait plus de 1500 pages. C'est un grand passionné du référendum, en même temps qu'il en est un spécialiste éminent. Et il va nous expliquer tout cela. La démocratie directe, il faut d'abord savoir le sens qu'on donne à ce terme. On l'a entendu pendant longtemps comme une démocratie strictement directe, c'est-à-dire les citoyens qui s'assemblaient sur une place publique et qui délibéraient des affaires publiques. Mais c'est plus guère possible aujourd'hui.
Ils étaient peu nombreux, par exemple à Athènes, 6 ou 8 000. Puis ils avaient du temps parce qu'ils se retrouvaient presque chaque semaine. Aujourd'hui, sauf quelques communes, plus aucune collectivité ne peut s'offrir le luxe de cette démocratie-là. Il faut donc trouver un autre sens. Cet autre sens, c'est, on dit parfois démocratie semi-directe, mais c'est un peu compliqué à dire. Le nouveau sens, le sens moderne de la démocratie directe, c'est d'offrir aux citoyens, en plus de l'élection de parlementaires et d'un président, la faculté d'aborder directement les textes, constitution, loi, crédit ou plan, soit en faisant des propositions, soit même en tranchant par oui ou non. C'est donc un plus par rapport à la démocratie représentative. Ce n'est pas l'antithèse. Hein. On ne peut pas se passer de la démocratie représentative. Mais alors, avec la démocratie directe, on offre aux citoyens la faculté d'aiguillonner les élus par l'initiative et de contrôler leurs actes par le référendum. Les femmes furent longtemps l'exception à la règle, cette règle du compromis et de l'équilibre. En 1959, les hommes leur refusaient par référendum le droit de vote et il leur faudra attendre 1971 pour enfin l'obtenir. Et puis attention, la participation à Genève, 56,3%. Un oui majoritaire, même si certains cantons ont résisté. Je crois que je vais essayer de vous expliquer maintenant le système de démocratie directe, en ce sens-là que je connais le mieux, qui est le système suisse. Alors là, nous distinguons deux instruments, le référendum et l'initiative populaire. Le référendum, c'est un vote des citoyens par oui ou non sur un texte qui sort soit d'un parlement, soit éventuellement d'une proposition issue, elle, d'une initiative populaire. Ça, c'est le référendum. Puis l'initiative populaire, c'est la faculté pour les citoyens de proposer des textes à l'appréciation du peuple. Il est bon, me semble-t-il, de faire maintenant la différence entre le référendum obligatoire et le référendum facultatif. L'obligatoire, c'est celui qui a lieu d'office sur l'acte. À cause de la qualité de cet acte, on n'a pas à demander le référendum, le peuple doit être interrogé. Tandis que le référendum n'est que facultatif lorsqu'il n'a pas lieu d'office, mais qu'il n'a lieu que s'il est demandé. Et alors là, vous sentez bien que l'important, c'est de savoir qui pourra demander le référendum. Dans notre système, ça n'est pas le Parlement, moins encore le gouvernement, vous voyez la différence avec d'autres systèmes, ce sont des citoyens, un certain nombre de citoyens qui réunissent des signatures dans un certain délai. Puis maintenant, je vais essayer de nouer la gerbe en vous disant, dans notre système, le droit fédéral suisse, il y a lieu à référendum obligatoire sur toutes les révisions de la Constitution, y compris celles qui sont proposées par des citoyens et sur certains traités internationaux. Et il y a lieu à référendum facultatif, encore faut-il qu'il soit demandé, sur toutes les lois et sur d'autres catégories de traités internationaux. Quant à l'initiative populaire, vous savez peut-être qu'elle n'est prévue, en tout cas en droit fédéral, que pour la révision de la Constitution. D'abord, le premier défaut, c'est la démagogie, si vous voulez. Mais la démagogie, c'est un défaut qui est commun à toutes les formes de démocratie, hein, qu'à se promener dans une campagne électorale d'un pays à démocratie essentiellement représentative pour s'en convaincre. Et puis, finalement, chez nous, il y a pas mal de démagogie aussi, mais les citoyens ont fini par s'immuniser. Il y a un défaut plus grand, qui est alors propre à la démocratie directe, c'est le financement. L'inégalité des puissances financières. Il faut bien reconnaître qu'il y a des associations économiques ou bancaires ou des clubs d'automobilistes ou des syndicats de propriétaires qui ont les moyens de mener une campagne référendaire davantage que des groupes plus marginaux du type écologiste ou protecteur des réfugiés. En tout cas, c'est un sentiment que nous avons chez nous, mais c'est très difficile de lutter là contre. Nous avons le sentiment que toutes les lois de contrôle sont faciles à tourner. Et puis, il y a un dernier défaut
On dit parfois que le référendum, c'est un instrument intégrateur. C'est pas très vrai, hein, ça. Moi, je vois surtout que le référendum est un instrument diviseur, pas seulement parce qu'il y a des oui et des non, ça fait partie du système, mais c'est parce que parfois les oui et les non se divisent, par exemple, selon des régions géographiques ou des groupes culturels, un nord contre un sud, par exemple, ou bien chez nous, la campagne contre la ville, ou encore, je ne veux pas me plaindre, si vous voulez, mais les germanophones contre les francophones. Alors ça, c'est pas très intégrateur. Je dirais que le référendum, de toutes les institutions politiques que nous connaissons, c'est probablement celle qui a l'effet le moins rassembleur. La première qualité du référendum, c'est que les citoyens peuvent se prononcer sur les lois qui leur seront appliquées. Hein. C'est le b.a.-ba de la démocratie. Les Américains ont reproché aux Britanniques à la fin du XVIIIe siècle de ne pas pouvoir voter l'impôt qu'ils devaient payer. Ils disaient pas d'impôt sans représentation. Il n'y a qu'à faire un pas de plus. Hein. Faire voter l'impôt par son député, c'est bien, mais le voter soi-même, c'est peut-être encore mieux. Puis il y a une deuxième qualité de la démocratie directe, c'est que les citoyens ils se prononcent directement sur toutes sortes de grandes questions politiques de notre temps. Et ils n'en dissertent pas seulement dans les salons ou pendant le dîner, mais ils sont confrontés, ils vont à l'urne puis ils doivent répondre. Si vous regardez les sujets qui ont intéressé les Suisses, mais aussi les Californiens ou les gens de l'Oregon ou de Washington au cours des 20 dernières années, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'aménagement du territoire, vous voyez l'environnement et sa protection, vous voyez la politique énergétique, les centrales nucléaires, l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, la naturalisation, l'immigration aussi, l'interruption de grossesse, le rail, la route, la protection des locataires, des consommateurs, ou encore, comme je disais tout à l'heure, la protection des conditions de travail, même l'armée. Until recently, the Army was an untouchable institution. But things are changing. More and more people are questioning the need for such a sophisticated army with the fall of the Soviet Empire. The Swiss government is responding quickly and has decided to rethink the army from top to bottom. Et puis j'aimerais terminer sur un dernier mot, c'est le calendrier politique. N'est-ce pas? Avec cette démocratie directe, le gouvernement et le Parlement ne sont pas seuls à dicter le calendrier politique. Ils ont une part importante, c'est vrai, mais les citoyens peuvent intervenir. C'est eux qui disent quelles lois ils veulent voir soumises au peuple. Hein. Et puis, c'est eux qui, avec leurs initiatives, posent au peuple des questions que le Parlement et le gouvernement ont peut-être oublié de poser ou ont peut-être refusé de poser. Alors, tout ça, ça fait que les citoyens, avec la démocratie directe, eh bien, ils ne se bornent pas à élire des députés tous les 4 ou 5 ans, puis après d'attendre patiemment la prochaine élection, mais dans l'intervalle, ils demeurent des sujets actifs et pas seulement des objets de la politique. La démocratie directe n'est pas folklorique, c'est un phénomène actuel et vivant et très vivant. C'est un phénomène qui fait entrer le citoyen dans le débat politique. Le phénomène de participation semble être central, surtout pour ceux qui se méfient parfois de leurs représentants. Le débat porte donc aujourd'hui sur la place que l'on peut accorder à une participation directe du peuple. Cela dit, la démocratie est de façon dominante représentative, mais les différentes démocraties ne sont pas organisées de la même façon. Les rapports entre les pouvoirs peuvent diverger, les régimes peuvent être différents. Les régimes, ça nous fait entrer dans le mécanisme du gouvernement et c'est l'objet de notre prochaine émission.